Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Aujourd'hui écrivons demain. Le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Et je suis la fondatrice de Redacsilve, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du nouveau monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole à travers ce podcast. Et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie. Les témoignages, c'est mon dada. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du nouveau monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, je suis très honorée de recevoir à mon tour Juliette Dargan. En effet, j'ai eu le plaisir d'être interviewée par elle pour un épisode spécial de son podcast. Nous nous sommes rencontrés lors d'un bootcamp pour devenir podcasteuse professionnelle. Juliette est écrivain et la créatrice du podcast Rencontres surnaturelles. Elle est également musicienne et chanteuse, une artiste complète. Chaque mois, elle nous embarque dans une histoire envoûtante, quelque peu étrange, remplie de fantômes, de créatures ou de monstres en tout genre issus de faits réels ou de légendes. Et elle nous fait voyager dans le monde entier, tantôt en Irlande, tantôt en République tchèque, tantôt aux États-Unis. Vous êtes adepte de la sorcellerie, des phénomènes paranormaux et des châteaux hantés. Vous allez être captivé par les récits sonores de mon invitée parce qu'elle vous propose de véritables immersions, prix sans garantie. La particularité de cette interview et de toutes les autres interventions de Juliette est que vous ne la verrez pas. Pas de photos, pas de visuel, pas de selfie. Vous l'entendrez seulement parce que Juliette Dargan est un nom d'emprunt. Elle fait le choix dans l'immédiat de rester dans l'anonymat. Elle va nous expliquer pourquoi. Je ne vous en dis pas plus. Installez-vous confortablement et immiscez-vous dans notre conversation. Laissez-vous transporter par sa voix. Bonne écoute. Bonjour Juliette. Bonjour Katia. Comment vas-tu? Écoute, je vais très bien. Il fait beau, tout va bien. La vie est belle. Tu as bien de la chance parce qu'ici c'est quelque peu tempétueux. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais merci à toi aussi. Je suis ravie. Je t'écoute très souvent, donc c'est un vrai privilège de pouvoir participer dans ton salon à toi. C'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter à la présentation que j'ai faite de toi? Tu m'as bien cerné, c'est plutôt pas mal. Alors j'imagine que tes auditeurs doivent m'imaginer avec un casque de moto à la Daft Punk sur la tête pour le côté anonymat. Non, j'ai quelque chose de plus féminin, mais alors oui, je suis effectivement auteur. Je dis auteur, chanteuse musicienne, voilà, des choses qui m'ont tenue depuis toute petite. La partie auteur était moins évidente puisque j'ai plutôt creusé la musique très très longtemps et la partie auteur est ressortie à l'occasion d'un début de burn-out que j'ai fait en 2021. Du coup, qui m'a forcée au repos pendant un long mois, qui m'a fait beaucoup de bien, mais qui du coup c'était une période où je pouvais pas faire de la musique non plus, c'était pas le moment. Et en fait, ça a livré et ouvert des portes qui m'ont remené vers l'écriture, que j'avais laissé de côté depuis très longtemps. Les premiers romans que j'écrivais, je devais avoir 12-13 ans. J'étais dans mon petit monde imaginaire avec ma petite machine à écrire. Et c'est ressorti avec quand même de la musique en bruit de fond, mais j'ai écrit. J'ai écrit un roman carrément que j'ai retravaillé ensuite pendant une bonne année. Puis j'ai commencé à écrire des histoires qui m'ont mené à effectivement à terme les créer en audio, donc mêler un peu les deux mondes.
Voilà, c'est moi, effectivement. Donc l'écriture fait partie de ta vie depuis très longtemps. Si tu dis que tu commences à écrire à l'âge de 12, 13 ans, qu'est-ce que tu écrivais à cette époque-là? Alors j'étais très romantique, hein. J'écrivais des aventures avec beaucoup de chevaux parce qu'à l'époque j'adorais les chevaux. Ça me fait beaucoup rire maintenant quand je relis les débuts de choses que j'écrivais. Après j'ai écrit une pièce de théâtre un peu sur fond apocalyptique. Je devais avoir 13 14 ans. J'ai écrit un roman, j'en ai écrit un autre jeunesse. Je devais avoir ouais 13 14 aussi. C'était vraiment la pleine période où j'avais besoin de sortir plein de choses et qui du coup était science-fiction déjà. Donc il y avait déjà des prémices un peu sur le côté fantastique. Mais oui, l'écriture a toujours été là. Après, je pense que je l'ai transposée dans mes chansons puisque je suis auteur-compositeur. Et donc du coup, le côté écriture était plutôt dans l'écriture des chansons et pas dans les livres. Mais l'écriture a toujours été là et ça avait besoin de sortir. Maintenant, je pense que peut-être on en reparlera plus tard, mais tout arrive au moment où ça doit arriver. Il fallait peut-être que j'ai des choses à mûrir aussi et à digérer dans mon parcours pour pouvoir revenir sur l'écriture et retrouver ce moment-là, quoi. Écrire des romans, ce n'est pas la même chose que d'écrire des textes de chansons, encore moins d'écrire des histoires comme tu les racontes aujourd'hui. Comment est-ce que tu fais pour passer comme ça d'un format à un autre? Comment est-ce que te viennent les idées? En fait, je marche beaucoup au feeling et à l'instinct. Je tombe amoureuse d'histoire, en fait. C'est un peu ça. J'ai quelque chose qui m'attire, ça peut être un thème, ça peut être une histoire, ça peut être un échange émotionnel. Ça part souvent de faits réels. Et sur ce fait réel-là, je vais partir en extrapolant et créant une histoire de toute pièce. Après, avec la pratique, je m'aperçois qu'encore une fois, la musique a vraiment sa place là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment un déclencheur de l'écriture. J'écris pas du tout pareil si j'ai pas de musique, par exemple. Et pas les mêmes types de musique. Enfin, c'est assez drôle, hein. Ça, je l'ai découvert quand j'écrivais mon roman, justement, en 2021. En fait, si je me mets de la musique classique, pouf, je peux partir écrire des pages et des pages et des pages. C'est comme si j'étais branchée et que ça sort, quoi. Et ça se crée et ça sort de ma plume. Après, bien sûr, c'est un premier jet, il faut le retravailler, mais tout ce bouillonnement d'idées et de créativité est là dans le crayon et je me limite pas, quoi, en fait. C'est vraiment. Et par contre, c'était vraiment drôle parce que je coupe la musique, ça s'arrête. J'ai une liaison Co- étrange avec la musique. Comment est-ce que tu expliques alors cette connexion que tu peux avoir, comme si tu étais connecté à quelque chose quand tu es avec donc cette musique qui est là à t'accompagner? Ouais. Je sais pas ce que ça ouvre. Je pense que c'est l'imaginaire, mais sans doute peut-être lié à du plus et du plus grand. Je pense qu'il y a aussi beaucoup des notions d'onde et d'énergie, en fait. Moi, je sais que par exemple, quand je fais de la musique, j'ai eu des groupes, notamment de rock, électro, une période, j'étais voilà Ah assez. oui. Oui, oui, pour le coup, c'est pas musique classique, hein, ce que je faisais. C'était un peu plus rythmé. J'ai fait beaucoup de scènes. Et en fait, j'ai toujours eu ce côté un peu instinctif, toujours primal presque, en fait, tu vois. La musique qui ouvre une porte et libère un être. Alors c'est presque chamanique des fois, en fait, la façon dont je le ressens. Et quand je lis des descriptions de gens qui se sont découverts chamans, c'est presque de cet ordre-là, en fait. C'est assez drôle. C'est vraiment, je passe sur un autre niveau. Et finalement, j'avais jamais réussi à marier ça avec l'écriture. Je savais pas que j'en étais capable et je l'ai découvert en fait, voilà, en 2021 quand j'ai travaillé sur le livre en fait. Et est-ce que, en fonction du type de musique que tu écoutes, tu vas écrire des choses différentes sur des thématiques différentes avec une tonalité différente? Enfin, est-ce que ça conditionne Euh, ce que tu écris? Enfin, dans l'angle choisi, le ton. ouais. Alors, je suis beaucoup plus libre sur de la musique classique, encore une fois, plutôt thème un peu romantique, tu vois, grosse musique, voilà, avec des cordes. Ça me parle. Pareil, en une sorte de vibration, j'imagine, d'instruments hein, qui amènent des choses. Là-dessus, ça ouvre la porte de la créativité. Maintenant, ce qui est assez drôle, c'est que si tu me fais écouter du rock ou des choses comme ça, je vais pouvoir travailler, mais pas dans la créativité. Je vais pouvoir affiner, je vais pouvoir me concentrer différemment pour retravailler certains. Donc, c'est vraiment la musique, c'est pouf, c'est comme un composant dans mon cerveau, tu vois, qui active, mais pas les mêmes choses, quoi. Bah, on voit ça un peu sur certaines plateformes d'écoute d'ailleurs. Ils ont des playlists orientées selon les types d'actions que tu veux faire. Tu vois, par exemple, sur la concentration, sur le boost, etc. Et moi, c'est un peu cet ordre-là, mais sur la créativité et l'écriture, quoi. Est-ce que tu crois que ce que tu vis, toi, ça peut être applicable à d'autres? Parce que je pense, tu as une méthodologie, tu vois, pour aider à déployer sa créativité. Je sais Ouais, pas, carrément. ça me vient là comme ça, tu Ouais. vois. Bah, après, t'as la musicothérapie, je pense qu'elle est un peu de cet ordre-là, hein, ça c'est sûr. Moi, je sais que sur
Mon espace de discussion, pour le coup, je suis très orientée livre et auteur et éditeur. J'ai interviewé plusieurs auteurs et à chaque fois, je leur pose un peu la question pour savoir comment est-ce qu'ils le vivent. Alors, ils n'ont pas tous ce ressenti vis-à-vis de la musique, mais ceux qui l'ont, en tout cas, cette vibration, effectivement, la musique ils s'aident beaucoup de la musique pour écrire. Je pense à Véronique Lessard, par exemple, qui est au Canada, qui est très la littérature médiévale. Et elle me disait elle se sert effectivement quand elle a besoin de travailler certaines scènes, elle va mettre des musiques de cet ordre-là pour se plonger dedans. Donc là, tu vois, c'est presque plus de la musique cinématographique presque en fait. Ceci dit, en discutant là avec toi, je me rends compte qu'il peut m'arriver sans le vouloir de mettre parfois certains morceaux de musique pour m'accompagner quand je travaille. Et qu'effectivement, j'ai l'impression d'avoir une plus grande productivité ou d'être. Alors qu'on pourrait se dire, tiens, on peut être distrait par la musique qu'on écoute, mais comme c'est une musique, comme tu dis, cinématographique, souvent, il n'y a pas de parole. Et est-ce que, effectivement, la fréquence du morceau écouté fait que. Moi, j'en suis assez persuadée, mais après, c'est par rapport à mon expérience à moi. Je sais pas s'il y a des études scientifiques qui ont été faites là-dessus. Ça serait intéressant, hein. Pourquoi pas? Mettre des petits capteurs pour voir ce qui se passe là-dedans. Avant qu'on revienne plus précisément à tout ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais nous dire qui soit racontable sur ton parcours dans les Ouais. grandes lignes? Alors, mon parcours plus global, outre le fait effectivement que je suis auteure, musicienne, chanteuse, ça c'est une casquette de ma personnalité. J'insiste sur le thème casquette. Oui, parce que ce n'est pas ton activité principale. Non, c'est pas mon activité principale. Effectivement, je n'en vis pas. À côté de ça, enfin, j'ai un poste assez exposé dans une entreprise parisienne dans la finance, avec un poste à très haute responsabilité. Je dirige une équipe, etc., avec beaucoup de stress. Donc, c'est pas du tout le même univers. En fait, en y réfléchissant, tu vois, en fait, je m'aperçois que j'ai toujours fait un peu la part des choses entre la sphère professionnelle et la sphère artistique. Je nourris ma sphère professionnelle de ma créativité, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai toujours un peu fait la part des choses quand je travaille. Je ferme des portes, en fait, autour de moi. On pourra y revenir, mais je pense que c'est aussi le fait que je suis je suis une empathe, en fait. Moi, je me prends de plein fouet les émotions des gens, j'ai pas de filtre. Peux-tu expliquer ce que c'est un empathe pour ceux qui nous écoutent? Parce qu'entre être empathique et être empathe, voilà, hypersensible, bon, comment se Ouais, retrouver c'est un peu le côté hypersensible, mais poussé un peu à outrance. Alors, pas dans le terme complètement médiumnique, mais un peu. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me mets en vibration avec la personne qui est en face de moi et je me prends en plein fouet ses émotions, en fait. Et ça, je l'ai toujours eu depuis que je suis petite, en fait. Bon, on est une famille un peu particulière, mais enfin, moi, je sais que j'ai toujours eu ça depuis que je suis petite. Ce qui m'a permis d'ailleurs, de pouvoir, raisonner, vibrer, sentir des choses, en fait, me protéger aussi dans certaines situations par rapport à de la colère qui n'était pas forcément avouée ou tu vois, ou des sentiments un peu de menace tendue. Des fois, moi, le côté empathe se mêle beaucoup avec l'instinct. Les deux marchent bien ensemble et j'ai toujours fait beaucoup confiance à ça. Et si je reviens sur le côté travail, je pense que ce côté empathe, il n'est pas compatible en fait avec la sphère professionnelle où on a tous un rôle à jouer quelque part. Le milieu professionnel, voilà, tu dois rentrer dans un certain moule, un certain cadre. Il n'y a pas forcément énormément de place pour en tout cas, ça commence à venir, mais pour l'humain, pour même la folie un petit peu, tu vois, j'ai une petite part de folie, ça c'est sûr, hein. Mais du coup, je l'ai toujours un peu domestiqué pour pouvoir rentrer dans ce moule-là et avancer. J'y ai glissé quand même dans cette sphère professionnelle, je te dis, ma créativité, mais mon côté riche en émotions quand même pour faire avancer les choses et interagir et puis voilà, le mettre dans les actions que je pouvais faire. Mais j'ai toujours fermé des portes, en fait. Parce qu'il y a ce côté primaire quand même en moi, tu vois, même presque primal, qui peut pas s'exprimer dans le milieu professionnel. Enfin, ça sera un petit peu compliqué, quoi. Donc, du Ouais, coup, tu, voilà. tu as Ouais. cloisonné finalement ce Ouais. qui est Mm. de ta vie professionnelle et de ta vie extra-professionnelle. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Après, c'est pas un mal non plus parce que ça me permet une certaine liberté aussi que peut-être je n'aurais pas si j'avais mélangé les deux. C'est-à-dire que justement, comme tu as ce côté représentation professionnelle, surtout sur des postes exposés, je pourrais pas me permettre d'être aussi libre que je le voudrais sur ma sphère artistique purement perso, tu vois. Enfin, j'aurais du mal à concevoir les deux. Donc là, quelque part, le fait d'avoir un nom de plume, ce qui est relativement assez commun, hein, de toute façon, dans l'édition, tu as beaucoup d'auteurs qui ont un pseudo, même depuis la nuit des temps. Hein, tu vois, par exemple, au 19e, les femmes n'avaient pas le droit d'écrire parce que ça se faisait pas. Elles prenaient un nom masculin pour pouvoir écrire. Tu vois, c'était,
Moi, c'est pas le même niveau social, mais un petit peu, tu vois. J'ai les deux sphères qui sont bien délimitées. Et quelque part, moi, Juliette Dargan, ce personnage, c'est aussi une partie de moi, tu vois, qui vit et qui a besoin d'exister et qui est en toute liberté. Enfin, elle peut s'exprimer comme elle veut. Enfin. Oui, tu as plus de liberté en Ouais. incarnant ce personnage-là que tu n'aurais pas si tu avais gardé ton nom Non, je pense que j'aurais avec pas lequel pu. on te connaît. Ouais. Ouais, Ah, non, j'aurais pas pu faire autant de choses. J'aurais peut-être pas pu partir non plus sur le thème que j'explore, parce que moi, dans mes histoires, j'explore le côté surnaturel, paranormal. C'est une part que j'ai toujours eue. Je parlais du côté empathe. Je suis absolument pas médium, hein. Je suis pas à ce niveau-là, mais on a toujours eu certains ressentis dans ma famille. Encore une fois, je parle beaucoup d'émotions, hein, et de sentiments. On a toujours eu des choses. D'ailleurs, j'en parle dans mon podcast, hein, dans le deuxième épisode de ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant, de choses, voilà, dans ma famille, dans des maisons assez habitées. et j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas ça la médiumnité finalement? Parce que qu'est-ce que ça recouvre pour toi quand tu parles de ressenti, de sensations, d'émotions dans ce que tu décris dans ton épisode? Oui, non, j'ai une certaine part, mais je suis pas, tu vois, comme certains médiums que moi j'ai rencontrés d'ailleurs, hein, qui ont eu un vrai, parce qu'ils ont travaillé. Je pense qu'ils l'ont exploré aussi ce talent-là. Moi, je l'ai pas fait parce que je ressentais pas le besoin non plus. Je laisse venir ce qui vient, mais surtout, je suis plutôt, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le côté ressenti et déjà j'ai le côté empathe, et c'est déjà bien. Je vais pas creuser plus que ça. Je laisse venir les choses telles qu'elles sont, en fait. Mais c'est vrai que du coup, bah, j'ai quand même ce terrain-là depuis très longtemps en moi et il n'est pas forcément compatible avec la sphère professionnelle. Et pourtant, il avait besoin de sortir au moment où il devait sortir. Donc, du coup, prendre le nom de plume m'a permis justement de l'exploiter complètement et d'être complètement libre, en fait, pour le faire. Ce qui est vraiment une vraie chance, en fait. Comment l'as-tu choisi? Si tu peux répondre à cette question, Ouais. comment est-ce qu'on choisit sa deuxième identité? J'ai pas cherché très loin. Je vais pas donner des pistes, mais Oui. bon, de toute façon, personne me connaît, Alors moi, donc. il faut aussi que je fasse attention à pas t'appeler par ton vrai prénom. C'est un vrai challenge aussi pour moi. Par chance, là, on est en visio et c'est ton nom de plume qui apparaît, donc c'est très bien, ça m'aide. Je vais mettre des papiers autour de moi. Non, non, j'ai pas cherché très loin puisqu'en fait, Juliette est mon troisième prénom et Dargan est un anagramme de mon nom de jeune fille. Donc, voilà. Donc ça reste moi, tu vois. J'ai pas cherché très très loin. Je suis pas partie sur des sphères. Et comment est-ce que tu gères justement cette double identité? Alors, ça reste toi, mais comment est-ce que tu fais pour passer d'une casquette à une autre? Alors, tu dis les choses sont pour le moment bien cloisonnées, mais comment est-ce que tu vois, on a fait une formation ensemble, on t'a connu avec ton nom, ton vrai prénom et ton vrai nom. C'est vrai que même pour nous, c'est un peu Ouais, schizophrénique, tu vois. oui, je peux comprendre. Ouais. En Peut-être fait, c'est si plus tu veux, je compliqué pour le. nous à l'extérieur que ça l'est pour toi. Bon, après, je pense que c'est toujours le cas avec des gens qui ont un pseudo, tu vois, et qui communiquent quand même dans un petit cercle fermé en one-to-one avec leur vrai nom. Parce qu'en fait, effectivement, si je suis en relation en direct avec une personne, je vais plutôt passer par mon vrai nom. Ça me semble un peu plus naturel. Mais je comprends effectivement ce côté schizophrénique, désolée. Mais ça demande une attention de se dire, faut surtout pas que je fasse la gaffe de l'appeler par son vrai prénom, qui est au demeurant très joli, et de respecter, voilà, ce nom d'emprunt. Ouais. Mm. Oui, Non, y a pas de après, difficulté pour toi de non. passer de l'un à l'autre, ouais. Non, puis en plus, en fait, si tu veux, là où c'est facile, c'est que moi, dans ma famille, ils n'ont pas trop se servir de mon deuxième prénom, mais entre le premier et le troisième, il y avait du switch assez rapidement, enfin assez habituellement. Donc voilà, ça me parle en fait. On m'a souvent appelé comme ça, donc encore une fois, je suis pas allée chercher très très loin. Et est-ce que dans ta vie pro, il a pu t'arriver de donner ton nom de plume? Tu vois, je sais pas, que tu rencontres quelqu'un de nouveau et tu viens de Non, présenter. Non. non, dans la vie pro, c'est non, ça non. Je sais pas. Ouais, tu fais bien le switch, quoi. Ouais. Après, c'est aussi presque en termes de concentration, tu vois. C'est marrant parce que quand je suis dans la vie pro avec mon vrai nom, quelque part, hein, en fait, je rentre dans la vie pro et me mets dans ma bulle en tant que de concentration, tu vois, pro. Et en fait, Juliette Dargan, elle interfère pas, quoi. C'est vraiment jamais, je vais pas me mettre à penser à mon roman, à mon histoire, à ce que je dois faire. C'est vraiment, je suis concentrée, quoi. C'est vraiment une notion de concentration. Et c'est pareil quand je suis en train de travailler en tant que Juliette, pour le coup, j'ai pas de problème non plus, tu vois. C'est vraiment, les deux sont bien fermés, en fait.
Je pense que les gens doivent écouter de ça, mais elle est complètement folle. Non, ça me fait penser, alors parce que ça c'est une vraie pathologie par contre, au trouble dissociatif de l'identité. Alors on parle souvent à tort de la double personnalité dans la schizophrénie, mais en fait ce sont les troubles dissociatifs de l'identité où il y a plusieurs identités qui cohabitent, effectivement, où ils passent de l'un à l'autre sans... Enfin, voilà, mais Oui, là j'avais c'est lu une des vraie choses pathologie. là-dessus. Ouais. Ouais, ouais. Je pense pas que j'en sois là, parce que ça reste très raisonné. Non, Mais non, tu passes pas de l'un à l'autre quand non, on non, discute, non. donc... Parce que là, ouh. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ton projet de podcast? Est-ce qu'on parle de ton roman? De quoi est-ce qu'on parle? Parce il y aurait tellement de choses à dire. C'est ça. Ouais, Les deux se rejoignent un petit peu, en fait, au final. oui, Parce que, tu vois, en fait, le projet de podcast, il est plutôt parti du roman, ce qui est assez drôle, hein. En fait, encore une fois, de toute façon, un roman, tu l'écris pas à partir de rien, hein. Tu l'écris à partir de la matière que tu as en toi, de ce que tu as vécu, de ce qui t'a blessé, de ce qui t'a marqué dans ta vie. C'est là où tu déverses, en fait, plein de choses et que tu construis, mais en mode imaginatif, hein, que voilà, c'est pas un roman autobiographique, bien sûr, mais il y a une maison hantée, ça se passe en Bretagne, là où j'habite. Vieille maison, un peu manoir, là où tu vois, il y a quand même des pistes en fait par rapport à là où je suis réellement. Puis je lui ai glissé plein de petits trucs justement. Enfin, voilà, quand je le sortirai, je pense qu'il y a des auditeurs qui verront un peu le rapprochement avec l'épisode 2 Genèse et qui raconte un peu mon enfance et parce que voilà, il y a des choses que j'ai vues justement dans cette maison de famille, cette main en fait qui flottait dans l'air. Enfin, c'était dans la maison de mon grand-père et je l'ai remise dans le roman parce que c'est vraiment un élément marquant moi qui m'a suivi toute mon enfance en fait et qui a marqué tout mon imaginaire. Donc, comme j'avais commencé par le roman, il me semblait évident que ça devait être dedans. Je l'ai mis dedans. C'est une histoire de maison hantée, une histoire d'amour entre deux personnages. Il y a des époques qui se croisent, en fait. Pour le 19e siècle, il y a une période, moi, qui me parle énormément. Et la période actuelle, sur fond un peu de violence conjugale aussi, sur le personnage principal. C'est toute une saga, en fait, familiale avec des secrets, des non-dits, qui sont dévoilés, à deux époques différentes. Il est presque fini. J'en suis quand même à la 7e réécriture. Alors, je chambre beaucoup mes interviewés sur le côté Verbère qui fait des essais de son réécriture. Je ne sais plus combien, moi, non. Je n'irai pas jusque-là non plus. Mais en tout cas, ouais, 7e réécriture. Là, je l'ai fait auditer par ma sœur qui travaille là-dedans, qui fait des audits de livres, parce qu'elle a beaucoup travaillé dans le cinéma et du coup, elle a, comment dire, elle m'a donné cette chance de prendre mon livre et de l'auditer vraiment comme si elle était en mode cinématographique un peu, ce qui se fait pas trop dans le côté coaching de livre, parce qu'on est plutôt côté juste édition. Elle a ce talent de pouvoir justement se servir de toute sa palette cinématographique pour y apporter sa touche personnelle, ce qui est hyper vraiment, moi j'ai adoré bosser avec elle. Et du coup, elle m'a éclairé sur plein de choses. Donc j'ai une dernière écriture à faire pour enlever la petite patine qui va pas et remettre ce qui doit aller. Et elle m'a vraiment permis voilà, de pointer sur certaines faiblesses du livre et pouvoir le pousser plus loin, avec même un personnage à rajouter dedans et en enlever un autre. Donc, c'est vraiment de la relecture profonde, pour le coup, de la réécriture profonde, mais qui sera bonne pour le livre. Donc ça, dès que j'ai fini de le faire, c'est mon projet sur les 6 prochains mois de réussir à le terminer. Puis après, je vais l'envoyer en édition. Si je ne trouve pas de maison d'édition, ça sera auto-édition, comme beaucoup font aussi. Après, de toute façon, je veux qu'il sorte, ça c'est sûr. Et du coup, en travaillant sur ce livre, du coup, en fait, je me documentais beaucoup autour de légendes urbaines. Je suis tombée sur des blogs, des forums, en fait, de faits réels, ou de phénomènes paranormaux, parce que j'avais besoin de me documenter, pour étayer certaines scènes ou voilà, pour voir un peu ce qui pouvait avoir déjà eu lieu en fait. Et du coup, quand j'ai fait ces recherches-là, je suis tombée sur plein d'histoires, en fait, de faits réels, de gens qui témoignaient de choses qu'ils avaient vues, de lieux hantés ou spirituellement marqués depuis très longtemps, des milliers d'années, qui m'ont happée, en fait, quelque part. Et du coup, je me disais, bah oui, mais je peux pas mettre tout ça dans mon livre, ça va pas. À un moment donné, c'est un recueil de... Et du coup, en fait, à un moment où j'étais un peu fatiguée, j'avais laissé de côté le livre sur 2, 3 jours, et puis j'avais quand même la musique qui était là en train dans mes oreilles. Et puis papier crayon. Alors c'est pas de l'écriture automatique, mais voilà, j'avais besoin et c'est sorti et j'ai fait ma première histoire en fait. Donc la fiancée sur la colline, qui est le premier épisode, hein, sur la légende de Bluebell Hill.
Alors, je savais pas du tout que j'allais aller dans le podcast au départ. Je me suis juste dit, bon, bah, c'est un texte de plus. Bon, je fais ça, je vais pas m'empêcher, j'ai besoin d'écrire, j'écris. J'en écris une deuxième, une troisième, etc. Et puis, en fait, petit à petit, je me suis mise à écouter de plus en plus de podcasts. Alors, je sais même pas comment je suis tombée dessus. Si, c'est un ami à moi qui fait de la réalisation sonore de podcasts, que je salue, Studio Fantasque à Nantes, qui font plutôt des podcasts enfants, et la Grimm Academy et Rodolphe et Gala, que j'adore avec mon petit garçon. Et qui me dit, tiens, je sais que t'aimes bien tout ce qui est un peu paranormal, voilà. Je fais la réalisation sonore de Feu de camp, qui est le podcast de Taous Merakchi. Et bah voilà, je l'ai écouté, quoi. Et premier podcast que j'écoute, et là, waouh, ah oui. Ah, j'adore ce format. Vraiment, le côté audio, ça me parle, même plus que l'image, en fait. Tu vois, plus que le côté vidéo, parce qu'on a tellement de séries préformatées. Là, je sais pas, ça crée une sorte d'espace de liberté où tu as l'impression d'être avec la personne qui te parle. En même temps, t'as pas ce brouillard d'image où on est tellement sollicité sur l'image. Je trouve que ça rentrait directement dans ma tête, dans mon cœur. J'ai vraiment trouvé ça excellent comme média et je suis rentrée à fond dedans. Puis après, j'ai écouté plein d'autres podcasts, un peu pas que sur le paranormal, hein, mais surtout. Donc vraiment, j'ai eu une accroche sur ce média-là et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, quoi. J'ai ces histoires. Pourquoi est-ce que je les transformerais pas en histoires racontées? J'ai du matériel technique, je suis musicienne, voilà. Donc après, j'avais pas plus d'idées que ça. Je me suis juste mise devant mon logiciel sur lequel je faisais mes compos, quoi, si tu veux, pour enregistrer mes petites maquettes, quoi. Et puis j'ai enregistré ma voix. Et puis là, je me suis dit, bah oui, mais c'est un peu plat, quoi. Enfin, je la vois, bon, ouais. C'est pas aussi bien que ce que j'ai en tête. Et puis voilà, ça a commencé à me travailler. J'avais des personnages dans la première histoire. Et j'avais essayé de faire avec ma voix, ça sortait pas, ça, non. Du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais prendre des comédiens. Tu vois un peu le truc? Alors, c'est là où c'est hyper drôle, parce que toi, tu parlais de synchronicité. Moi, j'en ai eu plein aussi sur ce projet-là. C'est qu'au moment où je pense ça, dans l'après-midi, un copain justement du Studio Fantasque, Alain Chaillot, qui fait de la voix off, me contacte pour me proposer de la voix off. Alors que j'avais rien posté, rien, quoi. Si tu veux. Spontanément, comme ça? Spontanément, ouais. Un truc de fou. Alors après, je sais plus, j'avais dû commencer à poster quand même un petit peu d'explications autour de comment j'avais écrit, tu vois, l'histoire de la fiancée sur la colline, tu vois, l'histoire de Bluebell Hill. Et en fait, il prend mon texte et il l'enregistre en voix off. Mais vraiment avec les effets, la voix, tout, quoi. Je dis, waouh. Et du coup, en fait, c'est marrant, encore une fois, je parle d'onde, mais la voix d'Alain, elle m'a happé tout de suite, quoi. En fait, c'est vraiment, en termes de fréquence, ça me parlait, quoi, en fait. Tu vois, il m'a touché dans sa façon de jouer, dans sa façon de parler, sa hauteur de voix, ce qu'il dégageait. Et donc, du coup, on est parti sur 5 épisodes, 5 de mes histoires directement, où il m'a enregistré, en fait, les différents personnages. Je lui ai envoyé les parties de voix que je voulais qu'il fasse. Donc, j'étais super contente, super fière et tout. Donc, il m'a envoyé ça. Puis, bah, il me manquait les autres personnages. Donc, j'ai cherché, etc. Puis, voilà, petit à petit, j'ai fait un vrai casting pour créer mes personnages. Donc, j'ai mis ça bout à bout. Et puis après, bah, il y avait le côté musique aussi qui manquait, puisque moi, mon côté musicienne, forcément, il pointe le bout de son nez et je peux pas sortir quelque chose sans musique. De quel instrument est-ce que tu joues? Moi, je fais du synthé. Je suis un peu touche à tout, encore une fois, hein. Moi, je me limite pas. Je fais beaucoup de piano, des synthés, beaucoup comment dire, de bidouillage en synthé, comme on dit en musique électro. Vraiment, encore une fois, hein, j'avais un vieux synthé, tu vois, où j'allais vraiment modifier l'onde avec les potards qui vont bien, pas de ce qu'on appelle des presets, donc des pré-réglages. C'était vraiment, j'allais faire l'onde moi-même. Ça me plaît, en fait. Voilà, j'ai essayé un petit peu de cordes, j'ai essayé un peu plein de choses, mais c'est plutôt piano-chant, moi, en fait, qui me parle. Donc voilà, puis après, bah, du coup, j'ai apporté donc tout l'habillage musical à ma première histoire. Je trouvais que c'était pas encore suffisant parce qu'en fait, dans ma tête, moi, je voyais un film, si tu veux, dans mon histoire. Et donc, les voix, c'était bien, la musique, c'était bien, la narration, ça allait, mais il manquait les bruits, en fait. Et donc, du coup, alors là, bah, c'était gros boulot parce que j'avais pas de banque de son, j'avais rien. Donc, je suis partie de zéro et j'ai cherché sur le net. J'ai été enregistrer des bruits, en fait, dans la nature, des bruits de vent, des bruits d'oiseaux. C'était nul au départ, mais j'ai recherché. Je suis tombée sur, enfin, voilà, bref, en tout cas, j'ai fait toute cette recherche. J'ai retravaillé ça sur mon histoire et bah, j'ai réussi à sortir cette première histoire. Et c'est, en fait, si tu veux, cette frustration de l'artiste, t'as un truc dans la tête, tu travailles et t'arrives pas à sortir ce que t'as dans la tête. Ça, je l'ai eu mais plein de fois dans toute ma vie.
Et c'est la première fois où, à la fin tu vois, de ce long épisode de 30 minutes où je me suis dit, c'est bon, j'ai réussi à sortir ce que je voulais, quoi, tu vois. Et c'est vraiment libérateur, en fait. Donc, voilà. Et puis, du coup, bah, j'ai continué. Quel travail, combien de temps est-ce que tu peux passer à réaliser un seul épisode? Parce qu'effectivement, quand on t'écoute, on se rend compte de la masse de travail que c'est. Enfin, entre les voix off, les bruitages, l'ajout de la musique, le chant, l'écriture en amont. Waouh! Alors, l'écriture, je la compte pas parce que je les ai tous écrits en amont. Je les retravaille juste avant pour les faire passer en ce que j'appelle format audio, parce que en fait, la façon dont j'ai écrit, quand tu le parles, c'est pas forcément idéal. Donc, il faut retravailler certaines choses dans le texte. Il faut élaguer. Il y a des choses que tu narres, mais en fait que tu peux remplacer par de la voix ou du bruit. Donc, je le retravaille toujours. L'écriture, c'est fait, en fait. C'est vraiment ce qui a été fait en amont. Après, bon, j'ai ce retravail-là. Après, un épisode, franchement, ça me prend énormément de temps. Je pense qu'il y en a qui vont rigoler quand je vais le dire, mais je prends un mois pour les faire. Je prends vraiment un mois pour les faire, en fait. J'irais beaucoup plus vite si je faisais ça à plein temps, ça, c'est sûr. Parce que sachant que je bosse, en fait, je travaille, à 9 heures, j'ai un boulot, tu vois, normal, hein, 9h-18h, voire des fois qui tombe un peu plus sur le 19h, 19h30. Quand je sors de là, je vais mixer, je vais composer mon podcast, en fait, comme un morceau, tu vois. Et des fois, je travaille jusqu'à 2 heures du mat. Sortie de ça, je dors pas parce que je suis encore dans mon truc, je suis en train de trouver mes sons et tout ça. Et du coup, après, je remballe le lendemain matin. Enfin, et en fait, ça me bloque effectivement sur la création, ce côté où je suis pas à plein temps là-dessus. Et donc, du coup, bah, je le fais quand je peux. Maintenant, je pense aussi que je suis une telle puriste du son que, encore une fois, il y en a qui vont rigoler, mais tu vois, il y a des fois où j'ai 2 secondes de son, ça peut me prendre 2 heures parce que j'ai pas trouvé le son exact qu'il faut ou la combinaison de sons qu'il faut avec les effets dessus. Enfin, tu vois, c'est... Ferais-tu partie des perfectionnistes? Oui, 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 oui. Oui, mais parce que encore une fois, j'ai ce résultat que j'entends en fait. Et c'est hyper frustrant quand tu entends. Et des fois, je tourne, je tourne, je tourne. Tu vois, là, je suis sur l'épisode 9 sur la forêt de Oyabashu qui est en Roumanie, qui est une des forêts les plus hantées d'Europe. Donc c'est toute une histoire en fait de. Enfin, je vais pas spoiler. Oui, oui, oui. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est des sons d'arbres, c'est des sons de vent. Il y a la première scène, ça se passe en haut d'une colline où ils regardent la ville et il y a la forêt derrière eux. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce côté cinématographique que j'ai dans la tête, mais j'ai aussi les odeurs, j'ai aussi le bruit, tu vois, que je pourrais entendre dans mes oreilles si j'y étais. Donc, c'est tout ça que j'essaye de mettre dans l'épisode. Et là, j'ai passé 2 heures à chercher un bruit de vent, mais qui n'était pas exactement ce que je voulais. Et je me moquais de moi-même. En fait, j'étais là, mais c'est pas grave, tu t'en fous, tu prends ce bruit de vent-là et puis tu le mets, c'est bon, t'avances. Mais j'arrive pas. Parce qu'en fait, je vais revenir dessus et ça va me gêner, ça va me frotter jusqu'à ce que je trouve exactement ce que je veux, quoi. Et ouais. Mais bon, après, j'arrive à aboutir quand même. Mais c'est vrai que c'est long. C'est long, mais c'est hyper enrichissant, ouais. Mm. Alors, tu as expliqué déjà un petit peu, mais comment tu en es venu vraiment à nommer ton podcast Rencontres surnaturelles. Donc, ça dit bien la thématique principale abordée dans chacune de tes histoires. Déjà, c'est quoi le surnaturel? Alors, surnaturel, pour moi, ça représente toute la dimension qu'il y a de l'autre côté du naturel. Donc, c'est au-dessus du naturel. C'est toute cette dimension d'invisible, de merveilleux, d'extraordinaire, qu'on n'ose pas toucher ou qu'on ne voit plus, ou que certains voient mais n'osent pas dire. Après, ça représente aussi, bien sûr, pour moi qui y crois, des contacts éventuellement avec des entités, des esprits, mais il n'y a pas d'obligation à y croire, encore une fois. Je ne vais jamais imposer mes croyances. Je dis ce que je crois, après on prend pas, et chacun est libre de croire ce qu'il veut, et c'est très bien comme ça. Maintenant, ce qui est important aussi, quand même, dans le terme dans le nom rencontre surnaturelle, c'est la rencontre, en fait. Il y a le surnaturel qui est important, parce qu'effectivement, c'est le thème que je défends, mais c'est la rencontre aussi, moi, qui m'intéresse. C'est le côté, toutes mes histoires, à chaque fois, c'est la rencontre d'une personne qui va se dépasser ou qui va être confrontée justement à ce côté surnaturel et qui va soit pousser plus loin ses croyances, soit rencontrer effectivement un esprit, une entité et changer ses perspectives. Tu vois, c'est cette notion effectivement de changement de perspective, en fait, qui m'intéresse. Que j'ai vécu moi aussi, je pense. Encore une fois, je transpose, hein, mais Et oui, quel est ton rapport au surnaturel? alors moi, j'y crois beaucoup. J'y crois de plus en plus. Je pense qu'il y a une longue période de ma vie où je ressentais plein de choses, mais je voulais pas les exprimer. Mais j'ai eu plein de trucs en fait de par ma famille, les maisons dans lesquelles on a vécu, on a tous eu des phénomènes entre la maison de mon grand-père. Là, je vais sortir un épisode aussi sur la maison où je vis, qui est une maison qui a été rachetée par ma famille il y a 20 ans, qui est un vieux manoir qui a plus de 1000 ans, tu vois, en Bretagne, quand tu prends vraiment les fondations des premières pierres à aujourd'hui.
dans lequel il s'est passé plein de choses et dans lequel on a tous eu des choses, même des gens qui venaient et qui connaissaient pas la maison, tu vois. Quelqu'un d'hyper cartésien qui dit ah bah tiens j'ai entendu chut quand je passais dans l'escalier et Ah ils te oui. disent tous un peu les mêmes choses, tu vois, ou des courants d'air, des sensations de on te touche les cheveux quand tu dors, tu vois, des choses comme ça. Bon, c'est une maison habitée, mais il y a rien de méchant dedans, donc ça déjà c'est important. Oui. Mais Oui, il y a différents types de subtils et d'énergie, ouais, effectivement, il y a rien de méchant dans celle-là en tout cas. C'est juste curieux, c'est juste là. beaucoup Mais habité. ouais, c'est ça. Après, moi, j'y crois beaucoup. C'est vrai que donc, je l'avais caché pendant pas mal de temps. Je pense que je voulais pas le creuser, soit par peur, soit parce que justement, je n'étais pas prête et que j'étais trop dans le professionnel, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure. Donc, c'était pas le moment de l'explorer. Et puis, bah, il y a eu la mort de ma mère en 2016, qui a vraiment bouleversé toute ma vie parce que c'était la chandelle qui s'éteint d'un coup. Et ça a changé vraiment toutes mes perspectives. Et en fait, alors, j'en parle dans l'épisode, mais c'est fou, en fait, ce qui s'est passé parce que, en fait, elle est morte d'un coup dans la maison dans laquelle je suis et elle était toute seule. Et en fait, dans la semaine qui a suivi sa mort, on n'a jamais eu autant de signes. En fait, tout le monde a eu des signes d'elle. Alors, il y a plein de gens qui penseront que c'est des coïncidences, mais tu vois, par exemple, son amie d'enfance qui débarque le jour de son enterrement, parce qu'elle vient la voir au moment où on fait son enterrement. Un ami qui venait jamais la voir, qui passe le jour où elle venait juste de partir et qui sonne à la porte et qui dit bah, pourquoi le chien est en train de crier, d'aboyer alors que la voiture est là et il y a personne. Il s'est dit bon bah elle a dû partir, il est parti, tu vois. Mais plein de cas comme ça, plein de petits trucs, plein de synchronicités. Donc moi, c'était un moment déclencheur, je pense, qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses. On s'est installé dans cette maison-là et il s'est passé plein de choses aussi. Encore une fois, rien de méchant, mais du coup, je pense que ça a ouvert cette porte que j'avais fermée et qui m'a fait ressentir plein de choses, en fait, à partir de ce moment-là, des présences, des flashs. J'ai vraiment vu des choses, pour le coup, que j'avais pas... j'en avais vu un petit peu quand j'étais petite, mais j'avais occulté. Et en fait, alors, encore une fois, je suis pas médium, hein, c'est vraiment juste des petits flashs. Tu vois, un truc idiot, parce que j'en parle dans l'épisode de la maison, mais je vais faire pipi, je reviens et je croise un homme en tenue du XVIIe siècle, tu vois, qui est dans le couloir. Et moi, un peu endormie, je passe, je fais, ok, bon. Tu vois, C'est-à-dire que tu le vois, tu l'as je vu? le vois en flash, en fait, tu vois, en bref. Et c'est pas, en gros, je pense que c'est pas un fantôme, c'est une mémoire. Parce qu'on a des murs en granit et on dit beaucoup que les murs en granit stockent la mémoire. Donc je pense que c'est ça, je suis sensible à ça et je chope des mémoires, tu vois, des flashs comme ça. J'ai pas de contact avec un fantôme qui serait là à me parler, non, ça c'est pas, j'ai jamais eu ça. Mais je sens des choses. Je sens de temps en temps des petites présences, mais sans échange. Et j'ai eu des flashs comme ça. Après, j'ai eu aussi, alors ça c'est marrant parce que tu vois, tu vis des choses en fait un peu extraordinaires ou un peu comment dire, de l'ordre du surnaturel, mais tant que t'es pas prête, tu mets pas le doigt dessus, en fait. Et tu ne peux le comprendre que quand tu es prêt à le comprendre. Et en fait, j'ai vécu plein de choses bizarres, mais j'avais jamais pointé le doigt dessus et je m'étais jamais dit, ah oui, ça c'est surnaturel, tu vois. Mais par contre, je l'ai compris plus tard. Tu vois, par exemple, en fait, j'ai jamais fait le rapprochement, mais j'ai eu trois moments, en fait, dans ma vie, à des moments différents, où j'ai des proches qui étaient en danger de mort. Et en fait, j'ai eu je sais pas comment l'appeler. Est-ce que c'est une guidance, un truc, mais je suis intervenue et alors, je vais donner des détails parce que sinon c'est un petit peu flou, mais par exemple, quand j'avais 13 ans, mon beau-père a fait une crise d'épilepsie. Il est tombé dans sa chambre et en fait, moi, j'étais à l'autre bout de la maison avec mon petit frère, je le gardais parce que c'était un moment un peu dur avec mon grand-père qui était en train de passer. Donc j'étais toute seule à la maison avec lui et mon petit frère et il a fait une crise d'épilepsie dans sa chambre tout seul à l'autre bout de la maison. Je pouvais pas l'entendre si tu veux. Et en fait, j'ai eu une préscience de tu vois, alors j'arrive pas à le décrire. J'ai eu plein de fois en fait dans ma vie ça. Le côté, il y a un film comme ça, je crois que c'est avec Kevin Bacon. Je crois que c'est dans Psychose où il a sa nounou qui s'occupe mal de son fils et il est en soirée avec sa femme et il a une sorte de voile rouge, tu vois, qui pulse en disant danger, danger. Ben, en fait, j'ai vraiment eu la même chose, la même sensation quoi. Et en fait, du coup, je suis allée voir ce qui se passait. Effectivement, j'ai vu qu'il était en train de faire une crise d'épilepsie et du coup j'ai prévenu les secours, donc il y a eu cette première fois-là et en fait il y a eu d'autres moments plus médicaux pour le coup où ma tante avait fait un AVC, elle était en train de passer, mon beau-père une autre fois là il était plutôt sur la fin de sa vie, était en train de passer aussi
Et les 2 fois, en fait, j'étais dans leur chambre d'hôpital toute seule avec eux parce que c'était un moment où on m'avait laissée toute seule avec eux. Et en fait, je me suis assise et il y a eu un truc qui s'est passé où je leur ai pris la main et en fait, c'est encore une fois, tu vois, cette porte qui s'ouvre de calme, comme une douche vraiment de calme en fait qui tombe. Je leur tiens la main et je reste là et en fait, il y a un truc qui se passe quoi. Je sais pas mettre des mots dessus, je reste juste comme ça. Et en fait, ces 2 fois-là, alors que les médecins nous avaient dit, mais de toute façon, il faut que vous leur disiez au revoir, il y a plus rien à faire, c'est fini. Les 2 fois, ils ont réussi à se réveiller et à repartir, quoi, si tu veux. Mais les 2 fois, j'ai pas mis des mots dessus. Je me suis dit, bon, bah, je sais pas, c'était pas le moment. Mais j'ai un truc, en fait, je pense alors je sais pas si c'est du magnétisme ou je ne sais quoi. Encore une fois, j'ai pas creusé, mais je sais que j'ai ça. Avec de la préscience, avec de l'intuition. J'ai beaucoup d'intuition, énormément d'intuition. Tu vois, le côté danger dont je parlais, je l'ai eu aussi avec des rencontres. Une fois en Irlande, vraiment un mec bizarre qui voulait J'avais 17 ans, tu vois, j'étais toute seule à visiter un lieu et je crois cet homme-là qui me suit et qui voulait absolument que je monte dans sa voiture pour m'emmener visiter un truc, tu vois, le truc. Dans tous les films d'horreur, tu dis, tu fais pas. Ben là, c'est pareil, j'avais ce côté danger, 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 avec un petit ami aussi. Enfin voilà, j'ai eu plein de moments comme ça, en fait, où sur le coup, tu te dis, tu fais confiance à ton intuition. Mais en fait, au bout du compte, quand tu arrives à un moment de ta vie où tu découvres des choses, tu t'ouvres à des choses, tu vois tout ce qui s'est passé précédemment et tu dis que, bon, soit il y avait quelqu'un qui me guidait, est-ce que c'est juste mon intuition, je sais pas, mais il y a eu quelque chose, un fil rouge, tu vois, dans ma vie. Donc encore une fois, c'est pas de la médiumnité, mais en fait, je pense que je suis assez ouverte sur un autre niveau de connexion, quoi. Peut-être il manquerait pas grand-chose, mais en tout cas, tu décris quand même oui, une intuition très développée, des capacités quand même à ressentir, enfin, tu dis, à ressentir peut-être même l'énergie ou l'histoire Mm. des dieux. Oui, ah ben ça oui, ouais. Ouais. Mm. Ouais, ouais, ouais. Et quelle est ton intention justement avec ton podcast de parler du surnaturel? Pour pour sensibiliser le grand public, c'est pour un public averti. Alors, c'est un peu les deux. Moi, encore une fois, je suis pas dans la démarche de je vais aller prêcher la bonne parole, tu vois, comme faisait l'Église à une période, c'est pas mon truc. C'est un espace qui est ouvert, dans lequel on vient si on veut. Il n'y a pas d'obligation. Je n'impose absolument pas mes croyances à qui que ce soit. Maintenant, en fait, en partageant quand même mon podcast, je me suis aperçue, tu vois, notamment sur Instagram, qui est ma cible, on va dire, là où j'ai le plus d'auditeurs et de rencontres et d'accroches avec les gens. Il y a énormément de gens qui croient à tout ça. Mais en fait, en France, on est tellement cartésien, c'est tellement tabou de parler de tout ça. Moi, par exemple, je suis sûre que là, je te parle de tout ça. Il y en a plein qui sont en train de m'écouter, qui me disent encore une fois, elle est complètement folle, voilà, c'est n'importe quoi. Bon, bah ok, libre à eux. Mais n'empêche qu'il y a aussi plein de gens qui, eux, pensent ça au fond d'eux depuis très longtemps, qui sont en souffrance aussi par rapport à ça, parce qu'ils auraient besoin de l'exprimer, mais ils n'osent pas, parce qu'ils ont une famille qui n'est pas capable de le tolérer, parce que ça se fait pas, parce que, voilà. Il y a le regard des autres, hein, qui est pas évident. Et donc, du coup, moi, mon podcast, c'est un espace dans lequel on peut parler de tout ça, sans tabou, sans jugement. Euh, c'est ouvert. Et voilà, après, moi, j'y crois personnellement. Il y en a peut-être qui vont venir écouter juste par curiosité, et ils repartiront sans y croire plus. Bah, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais en tout cas, c'est possible de croire et de pouvoir écouter des discussions éclairées sur ce sujet-là sans que ça tombe tout de suite dans le sensationnel ou dans l'effet spécial, tu vois, comme on voit dans les films. En tout cas, j'essaye d'y mettre un petit peu de moi, de générosité, de respect, beaucoup de respect, tu vois. Ça, j'incite beaucoup. Je trouve que dans ce milieu-là, encore une fois, tu as beaucoup le côté sensationnel, tu vois. Par exemple, tout ce qui est urbex, chasseur de fantômes, il se passe plein de choses super, mais en fait, derrière, tu as quand même beaucoup de lieux qui sont profanés par des gens qui connaissent pas vraiment ce que c'est le surnaturel. Ils voient des pratiques satanistes dans les films et ils vont faire des pentacles, ils vont saccager tous les lieux, ils vont faire des sacrifices, des trucs comme ça. Des fois, c'est juste et le respect des lieux, des énergies qu'il y a derrière, il n'y a pas en fait, tu vois. Ou c'est pareil. Moi, j'ai vu certaines chaînes de chasseurs de fantômes qui vont dans des lieux où il y a eu des histoires tragiques, vraiment. Je pense à une chaîne de chasseurs de fantômes en Angleterre où il y avait un monsieur qui avait été séquestré dans sa maison, battu à mort et qui était mort dedans. Et il venait essayer de le rencontrer. Et en fait, comme il se manifestait pas, il se mettait à l'insulter, tu vois. Et alors, on n'y croit pas, mais imagine qu'il soit là réellement, ce bon monsieur qui est perdu, tu vois, qui a rien demandé à personne. Et le traumatisme d'avoir des gens à nouveau qui viennent dans sa maison, l'insulter juste pour avoir de l'audience, moi, ça me... Donc, tu vois, c'est ce côté respect, de pouvoir amener un petit peu de respect dans ce thème-là qui est un peu trop sensationnel et de pouvoir en parler aussi de façon libérée.
sans tomber dans la folie, et d'avoir le droit d'en parler sans tomber à l'asile. Au 19e, moi, j'aurais dit ce que je dis là, j'aurais fini à l'asile, hein, franchement. C'est une vraie chance aussi de pouvoir en parler. Après, c'est lié en France aussi, parce que tu as d'autres cultures. Tu vois, on parlait de l'Islande il n'y a pas longtemps sur le podcast avec certains de mes invités. Tu as des cultures où c'est très naturel d'en parler. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement, quoi, en fait. Oui, nous, ça peut être rapidement aussi psychiatrisé, tu vois. Ouais, tout à fait. Je reprends, c'est l'exemple que j'ai donné dans l'interview qu'on a fait ensemble sur ces patients, moi, que j'avais en fin de vie, qui pouvaient avoir des hallucinations et témoigner, voir leur défunt mari, leurs parents. Moi, je sais qu'ils avaient, enfin, qu'ils se sentaient suffisamment libres et en confiance avec moi pour en parler parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas être médicamentés derrière et que j'allais pas forcément toujours le rapporter en équipe. Moi, j'avais bien compris que c'était des prémices d'une mort imminente, c'est-à-dire que peu de temps avant le décès, j'avais commencé à comprendre que quand ils commençaient à témoigner de visions comme ça de leurs proches décédés, c'est qu'ils venaient clairement les chercher et que, voilà, que la mort était proche. Le problème, c'est que souvent en équipe, bah, c'était instrumentalisé et médicalisé, c'est-à-dire que c'était psychiatrisé, donc vision de défunt bah, égale hallucination, égale neuroleptique, égale, enfin, et pas de prise en considération de cette vie dans l'invisible et de peut-être de la vie après la vie ou de qu'est-ce que c'est ou de est-ce qu'il faut à tout prix effectivement le psychiatriser. Tant que ça génère pas de souffrance, d'angoisse et que c'est OK, je pense qu'on a encore du travail. Et ceci dit, j'ai quand même l'impression que la parole se libère aussi autour de ça. Alors, est-ce que c'est dû aux personnes, moi, que je rencontre qui sont tout à fait OK avec tout ça et connectées et qui en parlent très librement et du coup, on en parle comme si on parlait de la pluie et du beau temps, tu vois? Ou est-ce qu'il y a une vraie libération de la parole aussi? Je pense que ça va un peu dans les deux sens. C'est qu'en fait, on arrive au bout d'un certain cycle. Un cycle, tu vois, qui est tellement tourné vers le côté capitaliste à fond, l'argent, 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 la productivité, qui dénie l'humain totalement, tu vois, qui est tourné que sur l'individu, le fait d'avoir une existence uniquement si tu ramènes de l'argent, enfin, tu vois, des choses comme ça. Là, je pense qu'on est au bout. Il y a beaucoup de gens qui ont compris que c'est fini, ça. En fait, on est en train de mourir de ce système-là et qu'il est vraiment temps d'en sortir. Maintenant, malheureusement, nos politiques ne nous aident pas à en sortir. Donc, il y a beaucoup de gens qui prennent, un peu comme toi, tu vois, qui prennent les devants pour créer d'autres choses. Bah, justement, en travaillant sur le manoir, nous, on a eu pas mal de jeunes qui sont venus nous aider et qui font partie de chantiers collaboratifs pour apprendre à créer, à rénover, pour aller ensuite faire des tiers-lieux, tu vois, des choses. Et c'est hyper positif. Moi, je trouve ça génial. Et donc, du coup, tu as ce côté un peu matérialiste, d'ouverture d'esprit, mais tu l'as aussi sur le côté humain parce qu'on s'est, justement, on a tellement nié notre capacité à être humain depuis très longtemps, hein, tu vois, ça fait longtemps qu'on se traîne cette casserole, cette casserole humaine. Et puis voilà, après, de toute façon, c'est quand tu relis des textes millénaires, il y a toujours eu des cas un peu étranges. Et juste aussi pour appuyer, tu vois, sur le fait que j'ai l'impression que quand même que ça se délie. Quand tu entends, par exemple, Stéphane Alix prendre de plus en plus la parole aussi sur les médias mainstream, être invité sur des plateaux où on n'aurait pas imaginé peut-être qu'il puisse prendre la parole pour raconter la vie après la vie. Nathalie Marquet, dernièrement aussi, qui parle énormément de ses connexions avec Jean-Pierre Pernaut, avec son mari. Je trouve quand même, alors c'est sûr, c'est peut-être l'affaire des célébrités, mais tu vois, on leur donne de cette place-là. Peut-être petit à petit, ça vient quand même, tu vois, prendre place et on vient accepter l'idée qu'il puisse y avoir autre chose, ou du moins se questionner sur qui nous sommes véritablement. Est-ce qu'on est juste des êtres, un corps physique? Est-ce qu'il y a juste de la matière? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et quel retour te font tes auditeurs de tes histoires, entre les plus avertis, les moins avertis? Alors, j'ai un peu tous les types d'auditeurs, hein, tu vois, j'ai juste des gens qui m'écoutent parce que voilà, ils ont besoin de s'évader. Alors, j'en ai beaucoup qui sont aussi à l'hôpital dans un moment un peu difficile, parfois des fois confrontés à la maladie, à la mort et du coup, ils ont besoin de peut-être parce qu'ils s'interrogent en fait sur ce thème-là à ce moment-là. Mhm. Intéressant. Euh, Ouais. ouais. Après, j'en ai aussi beaucoup juste qui prennent mon podcast comme ils prendraient une série Netflix, tu vois, parce qu'ils sont intéressés aussi. Oups, j'ai dit la marque, on fera bip. Oui, il faut en citer d'autres. Alors, attends, j'ai pas d'idée. Ah, Amazon vidéo, comment Prime, ça voilà. s'appelle? Disney, je sais pas quoi. Et du coup, ils écoutent ça effectivement dans le terme de divertissement quelque part, mais ils sont attirés par le thème. Puis après, j'ai aussi beaucoup de ce que j'appelle les sorcières modernes. J'ai fait un épisode là-dessus avec Justine Jouet justement sur les sorcières. En fait, il y a plein de femmes qui sont, ou d'hommes aussi, hein, qui se découvrent des talents, soit des dons
un peu comme ce que je te décrivais, tu vois, d'être en préscience ou de guérir, ou qui sont hyper proches de la nature aussi et qui vraiment ont besoin de se connecter à ça et ils se sentent proches en fait des thèmes que j'aborde, en tout cas dans mes histoires. Tu as utilisé un terme que je ne connais pas à plusieurs reprises, en préscience. Ouais, pour moi, je l'appelle comme ça. Pour moi, c'est de la préconnaissance, en fait, tu vois. Tu l'orthographies comment? Bah, préscience. Ah, d'accord. S-C-I-E-N-C-E. Quelles sont les valeurs de ton podcast ou du travail que tu accomplis dans l'écriture de ton roman? Parce que ça se rejoint aussi avec les histoires que tu racontes dans ton podcast. Moi, je mettrais en avant d'abord l'humanité, l'ouverture d'esprit, dans le sens je suis capable de m'ouvrir à autre chose, tu vois, et d'accepter ce qui se passe et de remettre les valeurs que je connais du monde et de la normalité en question par rapport à quelque chose qui m'arrive et que j'ai du mal à forcément comprendre. En tout cas, c'est mes personnages vivent ça dans les histoires souvent. C'est des moments de transition. Mais oui, c'est le côté vraiment humain dans le sens où ils se révèlent différemment et ils s'ouvrent à ses plus pures valeurs d'humain, en fait. Est-ce que tu vis de ton podcast aujourd'hui? Non, 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 non. Après, je suis toute jeune encore, hein. Ça fait mon premier épisode, c'était juillet. Donc, en fait, en même temps, c'est ma faute aussi parce que je me suis plutôt concentrée sur l'écriture des histoires. Ça me prenait énormément de temps. Alors, on a suivi la même, tu en parlais dans ton épisode d'aujourd'hui, de, du 23 février, que j'ai beaucoup apprécié, où tu parlais un petit peu de ton bilan de l'année. Donc, on a suivi la même formation Et justement pour essayer. et j'ai Ouais, commencé en même temps que toi. c'est ça, exactement. Oui. À essayer de pousser voilà, cette formation pour pousser un petit peu plus loin et réussir à se professionnaliser et en vivre. Après, moi, en tout cas, cette formation m'a beaucoup aidée dans le sens où ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Ça m'a aidé effectivement à professionnaliser le podcast, à mettre le doigt sur ce qui pouvait ne pas aller et à corriger ces petits défauts-là. Maintenant, ça m'a aussi fait prendre en conscience le fait que c'est vraiment un métier quelque part d'être chef d'entreprise et je me vois plus comme créatrice pour le coup. Alors tu vois si je fais le parallèle avec la sphère professionnelle, bah pour le coup, j'ai pas envie de rajouter la sphère professionnelle forcément dans le podcast qui est mon espace de création. Donc là, ça me gêne un petit peu de reprendre l'autre casquette. Et en fait, moi, je pars beaucoup aussi du principe que c'est hyper important de se faire accompagner et d'être entouré. Parce que seul, c'est hyper compliqué et on va pas très loin en termes d'énergie. Il y a aussi Jean-Baptiste Fourré que je voudrais citer, si je peux me permettre, Bien sûr, oui, bien sûr. qui est vraiment. Alors, pour le coup, on a un peu la même approche en fait en termes de son. C'est pour ça que c'est important de bosser ensemble sur l'épisode 5. Donc Jean-Baptiste, il a créé son agence aussi, il fait beaucoup de podcasts. Il travaille notamment pour du podcast de marque, mais il fait les siens. Il a une approche du son qui est vraiment proche de la mienne. Tu vois, dans le sens respectueux du son et dans le sens création globale en fait. En tout cas, si moi j'ai un truc à dire, en tout cas pour ce qui me ressemble et ce qui me sert, c'est le côté pas rester seul. Ça, c'est sûr. Parce que sinon, je pense que j'y arriverai pas, en fait. Oui, quand on voit effectivement la multitude de tâches que ça représente, à un moment donné, il faut, ou dès que c'est possible, il faut pouvoir effectivement déléguer certaines tâches, sinon, Ouais, c'est énorme. Ouais. oui, ouais. Comment est-ce qu'on peut t'aider aujourd'hui, parmi ceux qui nous écoutent, qui pourraient avoir envie, de te donner un petit coup de pouce ou quelque chose? Est-ce qu'il y a un moyen de t'aider? Ah, en fait, le nerf de la guerre, hein, quelque part sur le podcast, et puis moi, c'est aussi pour ça que je fais ça, c'est être écouté. Donc, plus les gens peuvent m'écouter, partager, me soutenir avec des commentaires ou des petites notes, ça permet aux autres de vous découvrir aussi parce qu'on est plus mis en avant. Et puis après, là, bientôt, je vais ouvrir un espace aussi pour des abonnés, en fait, avec des contenus que pour mes abonnés. Alors, je vais rentrer un peu dans cette sphère-là. Après, c'est aussi parce que je suis hyper frustrée parce que j'ai trop d'idées en fait en termes d'interview et je veux pas non plus trop en mettre sur le podcast, ça serait trop compliqué à gérer en fait. Et donc du coup, je vais avoir quand même pas mal de contenu que je vais mettre à disponibilité en disponibilité pour mes abonnés avec aussi des objets, des choses, des créations autour du podcast. Et puis il y aura mes livres aussi. Là, j'ai pas mal de projets. Ah oui. En termes de mon roman, dès qu'il sortira. Puis j'ai aussi un projet. Alors là, c'est appel aux maisons d'édition qui seraient intéressées. Non, en fait, j'ai vraiment, je rêve, encore une fois, de pouvoir mettre en BD mes images, mes histoires. J'en ai 25. Tu connais Benoît Flamec?
Non, je ne connais pas Benoît Fleck. Vite, fais-le. Alors, Benoît Flamec, moi je le connais depuis 3 4 ans. Alors, je le connais virtuellement, hein, je le suis un petit peu sur les réseaux. Hier, j'ai commencé à écouter une interview de lui extraordinaire et il raconte en fait son activité d'illustrateur. Et il a, comment dire, cette spécificité peut-être d'illustrer tout ce qui relève de l'invisible. Il a illustré les livres de Jean-Jacques Charbonnier sur les expériences de mort imminente. Il a donc c'était la mort expliquée aux enfants notamment, tu vois. Il a illustré les livres de Louis Fouché. Il a illustré le livre de Philippe Guillemant, donc sur la rétrocausalité, enfin le quantique, etc. Enfin, tu vois, il a comment dire un domaine d'intervention qui pourrait peut-être t'intéresser. Ah bah oui, 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 complètement. Écoute, merci beaucoup pour le nom, je vais la regarder. Benoît, si jamais tu nous écoutes. Et donc oui, oui, bah, j'ai ce projet-là, effectivement, pour le coup, de mettre en image mes histoires. En BD, j'aimerais bien, ça me plairait bien. Ou juste images et illustrées, voilà, à voir, hein, mais en tout cas, c'est un autre projet. Voilà. Mm. Ah oui, il y a une manière de décliner tout ce que tu proposes. Même quand tu disais que ta sœur qui est plus dans le cinéma, du moins avec ce regard cinématographique, je faisais, mais son roman, si ça se trouve, il pourrait aussi être mis en scène et... Ouais, après, elle est plus sur le côté comédie, elle, mais effectivement, je pense qu'à terme, on finira par se croiser professionnellement là-dessus, elle. Ouais, c'est ça, sans doute. Ok. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à la petite Juliette? Continue à croire en tes rêves, continue à rêver, écoute-toi, fais attention à toi aussi, repose-toi de temps en temps, ça serait pas mal. Et ouais, continue à créer, créer, écrire, composer, se nourrir de tout ça. Il y a quelque chose que j'ai pas spécifié. Les morceaux chantés qu'on entend dans tes épisodes, c'est toi. C'est Oui, toi qu'on entend chanter. ouais, sauf celui de Rosabelle Lord sur l'épisode 6 en Irlande. C'est la seule petite incursion où j'avais envie de la mettre en avant elle. Mais les autres, oui, effectivement. C'est vrai que moi, c'est un peu ce que je voulais. Encore une fois, c'est un peu un ovni, hein, ce podcast, qui est à Ah la non, mais frontière. il est vraiment très atypique. C'est-à-dire que ce sont pour moi bon, enfin, j'avais pas d'immersion. Il y a un vrai voyage immersif, en fait. C'est-à-dire que on l'écoute pas en cuisinant. Je trouve que ça mérite de vraiment prendre le temps, 30 minutes, d'y consacrer 30 minutes. On s'installe, on met son casque, on se prépare un café, quelque chose. Enfin, voilà. Et on voyage avec toi, en fait. Et on fait pas autre chose en même temps. Il mérite pas qu'on fasse autre chose en même temps, en fait. Il mérite une attention pleine. Parce que voilà, tu nous embarques, je te dis, frisson garanti quand même, hein, même si on peut avoir une certaine, comment dire, acceptation du monde de l'invisible ou du surnaturel, il n'empêche que, tu vois, En fait, le son amène plein de il choses. y a un Ouais. certain réalisme. J'écouterai pas à 23 heures, par exemple. En fait, ce qui est déroutant pour les auditeurs, en tout cas, moi, c'est le retour qu'ils me font, c'est que c'est comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Pas un objet, j'aime pas ce mot-là, mais c'est quelque chose qui est à la frontière entre le livre et entre la série. Et moi, c'est en tout cas, c'est vraiment ça aussi que je voulais faire, c'est que avec la narration que tu as comme dans un livre, ça te guide, ça remplace l'image quelque part. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que ton cerveau, qui est habitué à avoir du tout cuit hein, avec la série, les séries, c'est du McDo presque, en fait. Tu consommes et tu jettes, tu t'en souviens plus. Là, l'intérêt, c'est que avec l'ambiance musicale, avec le son, avec les voix des comédiens et avec la narration, en fait, projette ton cerveau dans l'histoire, mais c'est toi qui imagines les images, en fait. Et elles te sont pas données toutes faciles. Et ça, effectivement, c'est intéressant parce que du coup, bah, tu crées une vraie emprise chez l'auditeur, en fait, qui part avec toi dans l'histoire, en fait. Moi, j'ai créé ce podcast pour donner la parole aux acteurs du Nouveau Monde. Je trouvais que tu avais complètement ta place, justement par ce regard que tu nous amènes sur, on va dire, sur ce monde de l'invisible, sur ce surnaturel-là qui nous entoure. C'est quoi pour toi le Nouveau Monde? Bah, le nouveau monde, pour moi, c'est la fin de ce monde tellement triste dans lequel on n'a que des obligations, dans lequel on se sent presque coupable quelque part d'espérer, de créer, de rêver, dans lequel quelqu'un qui a une super idée brillante, on va le rabaisser en lui disant, mais de toute façon, t'es complètement hors de la réalité, t'y arriveras jamais. Tu vois, c'est ce côté où c'est possible en fait de faire. Et c'est plutôt tout le monde devrait être au service de ceux qui ont envie de créer des choses et on devrait tous s'emparer de ces idées pour les co-créer tous ensemble en fait, plutôt que de toujours essayer de les mettre dans des cases ou de leur mettre des modèles préformatés en fait. C'est tellement fini en fait tout ça parce que
on les a tous vus et revus, essayés et réessayés, ces modèles-là, et ils sont vraiment au bout de quelque chose. Et pour moi, le nouveau monde, c'est sortir ouais, de ce chemin obligé, en fait, et se faire confiance et faire confiance à l'humain. Moi, c'est vrai que c'est vraiment un bonheur, en fait, quand j'écoute tes invités, ça fait un bien fou parce qu'en fait, c'est que des gens comme ça, tu vois. Il y en a tellement peu, en fait, qui ont la voix. Il est temps, en fait, qu'on ait des espaces de parole pour ça. Et en même temps, ils sont tellement nombreux à, tu vois, à être en action déjà là, au quotidien. Ils sont là juste autour de nous, mais on les voit pas nécessairement, mais Oui, ils mais sont c'est ça là. qui est Ouais. dommage, c'est que la Mm. voix prédominante, c'est toujours la même, en fait. Et il y a une multitude d'autres voix qui sont là, qui disent tous la même chose, mais qu'on n'écoute pas et qu'on rabaisse. Et il est vraiment temps que ça s'inverse, tu vois, en force, c'est que... Tu sais, aujourd'hui, c'est dangereux de prôner la permaculture, la bienveillance, Oh la là 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 là. communication non violente, l'entraide, la coopération. Aujourd'hui, tout ça, c'est considéré comme sectaire, tu sais, donc on leur donne pas trop de place, en effet. Ce sont les nouveaux Oui, non, mais terroristes. complètement, c'est ça. Non, non, mais Et c'est je ça, crois hein. que C'est c'est complètement pas aux ça. États-Unis où ils ont rajouté justement cette notion d'aller contre l'ordre établi, un peu comme presque une maladie mentale. Ah ben c'est ce qui Oui, est il en me train semble hein, d'être qu'ils ont rajouté une nouvelle classification. en France avec l'article 4 de la loi sur les dérives sectaires, qui est pas encore, la loi n'est pas encore pleinement votée, mais ils ont rajouté un article qui a été enlevé et puis remis la semaine dernière et qui laisse pas tellement de place à la liberté d'expression. C'est-à-dire que si on venait effectivement à questionner les messages qui nous sont donnés, nous pourrions être des opposants. Eh ben, on va remplacer comme ça me rappelle les heures sombres, comme diraient les anciens de la Seconde Guerre mondiale, où on va remplacer les mots par des carottes et des choux. Pour, Mais c'est c'est ça, terrible, hein. les carottes sont cuites. Mais oui, oui, mais on en est déjà là, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup sont censurés sur certains réseaux, ont vu leur chaîne supprimée du jour au lendemain parce que considérés comme n'allant pas dans le sens dans lequel il serait bon d'aller. Sauf que voilà, donc ça, on peut se poser la question. Prendre la parole aujourd'hui, ben C'est risqué, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. ouais, Mm. ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu parles des États-Unis, mais il suffit juste de regarder ce qui se passe chez nous, tu vois. Il n'y a pas besoin d'aller très, très loin. Donc, l'idée, c'est effectivement d'utiliser les espaces qui sont encore possibles aujourd'hui. Et comment est-ce que toi, tu penses que tu peux participer à ce nouveau monde? Alors, on a déjà évoqué plein, plein de choses hein, tout au long de l'interview, mais Après, je pense que je le fais à mon humble niveau. Je suis pas quelqu'un de politique, c'est pas moi. Encore une fois, moi, j'aime pas imposer à l'autre. Je pense que avec mon podcast, je le fais d'une certaine façon en montrant qu'il y a d'autres choses qui sont possibles et qu'il n'y a pas de jugement aussi. Bon, après, ça reste effectivement dans mon domaine, mais il est quand même assez large, tu vois, que je vais parler de médiumnité, je vais parler de toute cette part d'humain, elle est hyper importante et elle est pas couverte. Et il faut des personnes qui sont en bonne santé mentale, en fait, pour pouvoir avancer et construire autre chose. Et en fait, si on n'arrive pas à réconcilier nos parts d'extraordinaire et de merveilleux et cette part d'enfant qu'on a tous au fond de nous et qu'on a étouffé à coups de bien-pensance et de cadre pour aller travailler tous les jours, tu vois, bah, je pense qu'on n'y arrivera pas. Parce qu'en fait, ben, ce sera plus facile d'être salarié et de continuer sa petite vie sans jugement, hein. Évidemment, on a tous des obligations, mais il faut pas oublier sa part de rêve. En tout cas, elle est importante et elle permet de faire des choses tellement extraordinaires, en fait. Ne serait-ce que pour les enfants. Tu vois, je pense que rien que lire une histoire à son enfant le soir et entretenir sa capacité à penser que le monde est merveilleux, c'est juste énorme, en fait. Et il y a plein d'enfants qui n'ont pas cette chance-là. Mais ça, pour l'avoir, il faut y croire aussi un petit peu en soi. tout à fait. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Non, parce qu'on est allé quand même assez loin dans le fond des choses. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose avant de terminer l'interview et avant que je te propose mon portrait chinois? Bah écoute, déjà te remercier de m'avoir laissé cette possibilité de m'exprimer à visage couvert. Oui, j'ai Oui. la chance de te voir. Et puis bah, voilà, souhaiter à ceux qui m'écoutent plein de bonnes choses merveilleuses dans leur vie. C'est important de prendre soin de soi et voilà, de faire attention à soi et de cultiver son soi intérieur. Mm. Tu te souviens de ce que c'est que le portrait Pas chinois? vraiment de loin. Si tu Ouais, étais, tu ouais. serais.
Si tu étais un plat, tu serais quel plat? J'ai le droit de dire pour de vrai? Comme ça, naturellement? Pour de vrai. Ah, Eh ben, ah oui, écoute, oui, oui. un énorme plat de pâtes au fromage. C'est très représentatif. Portrait chinois, non, mais vraiment en plus. Tu n'es pas la seule, à C'est m'avoir vrai? donné un plat de pâtes. Qui est-ce qui m'avait donné aussi un plat de pâtes? Ah oui, vous êtes plusieurs à avoir Ah, mais parlé il y du a un plat de club pâtes. des mangeurs de pâtes. Moi, je pourrais manger des pâtes tout le temps, toute la journée, à tous les repas, en fait. Si tu étais un livre, Alors, ça va vous faire sourire sur le côté romantique, mais Pride and Prejudice de Jane Austen. Eh ben oui. alors est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que moi, je ne Orgueil et connais préjugés pas. de Jane Austen. Excuse-moi. Ah oui, Je oui, lis oui, beaucoup en oui. anglais. Désolée. D'accord, Ouais, ouais. ouais, non, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué en fait. Encore une fois après parce que ça fait résonance à cette période du 19e qui m'a toujours. Alors je sais pas si c'était une vie antérieure dans laquelle j'avais des accroches, mais je me sens très très bien avec cette période du 19e et j'accroche beaucoup à cet univers en fait dans lequel alors c'était tu vois il y avait pas beaucoup de paroles de place à la parole mais il y avait beaucoup de respect quand même. En tout cas, dans la parole, dans la façon de... Il n'y avait pas d'agressivité, tu vois, comme on a nous dans notre monde. Et j'aime bien cet univers-là, avec un autre temps pour dire les choses aussi. Si tu étais un dicton, Je suis nulle en dicton. si tu en as un, peut-être tu n'en as pas. Euh, Non, j'arrive jamais à les retenir, en fait. Je suis vraiment... Alors, si tu étais un film, alors, c'est marrant, hein, ça revient toujours au 19e. Chambre avec vue de James Ivory. Pour le côté Italie, découverte et sortir des conventions et pour devenir autre chose. C'est l'histoire d'une jeune fille en fait qui découvre un peu plus la liberté et qui sort du côté victorien très fermé de la société victorienne. et si tu étais un super-héros ou une super-héroïne? Catwoman. J'aime bien sa combinaison en latex. Merci Juliette de ta Merci participation beaucoup à toi. et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Juliette d'Argan vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux, donc vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt! À bientôt. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, retrouvez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.